La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a été commémorée hier en différé au Burkina Faso. Lutte contre les pires formes de travail des enfants, un nouvel engagement national. C'est sous ce thème que le gouvernement et les acteurs de la lutte contre ces phénomènes ont commémoré cette journée à Ouagadougou. Pour la 19e fois, les professionnels des médias ont été à l'honneur hier à l'occasion de la nuit du communicateur. Des prix Gallian et des prix spéciaux ont été décernés aux journalistes et techniciens les plus méritants. Retour sur la soirée d'hier dans cette édition. Et puis la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli, on en parlera dans ce journal. Les travaux de construction de cette centrale ont été lancés il y a de cela 2 jours. Qu'est-ce que cette centrale va changer concrètement dans la situation énergétique du Burkina? Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières sera sur ce plateau pour répondre à cette interrogation. Voilà qui fait la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Beaucoup d'efforts restent à fournir pour parvenir à l'éradication du travail des enfants au Burkina Faso. Le constat est ressorti à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants commémorée en différé hier au Burkina Faso. Cette journée a été commémorée sous le signe d'un nouvel engagement national dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Ce fut donc une occasion pour l'État et les acteurs intervenant dans cette lutte de faire le point des actions menées jusque-là et d'envisager celles à venir. Urbain Benito Sommet, Bouma Ernest Nebi. Ces images dans les sites d'orpaillage illustrent bien les pires formes de travail des enfants au Burkina. Un phénomène qui a la peau dure malgré les différentes luttes. À cette commémoration en différé ce 17 juin 2016 au Burkina de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, l'État burkinabé et ses partenaires ont encore mené la réflexion sur la question. Une batterie d'actions a été annoncée à l'occasion pour venir à bout du phénomène. Au plan législatif, le gouvernement travaille à mettre en place un dispositif juridique pour le contrôle, l'interdiction et l'éradication du travail des enfants. Ensuite, au plan du contrôle, nous mettons en place des structures qui se déplacent sur le terrain en rapport avec la sécurité de l'État pour effectivement constater de visu des cas dénoncés ou des cas détectés au cours des contrôles réguliers. Et enfin, il y a le dispositif répressif. Lorsque des adultes emploient des enfants dans des situations non recommandables, ceux-là sont passibles de sanctions. Commémoré sous le thème national lutte contre les pires formes de travail des enfants, un nouvel engagement national, la journée a permis à l'UNICEF d'apprécier les efforts de lutte de l'État burkinabé et de lui réaffirmer son soutien. La cérémonie a également servi de cadre pour la remise de prix aux lauréats du concours de dessin et de poèmes organisé sur le thème de la commémoration. Les mariages précoces constituent également un phénomène qui touche les enfants au Burkina Faso. Une plateforme multisectorielle a été mise en place pour des actions de prévention et d'élimination du mariage des enfants. Les acteurs de cette plateforme tiennent leur première session ordinaire de l'année 2016 à Ouagadougou, une session consacrée à l'élaboration et à l'adoption du plan de travail 2016 de lutte contre le mariage des enfants au Burkina. Pour David Bambara, Kadi Sanogo. Selon les résultats de l'enquête démographique de la santé de 2010, au Burkina Faso, environ 53% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% d'entre elles avant l'âge de 15 ans. Le mariage d'enfants constitue donc un obstacle au développement et une entrave à l'atteinte de certains objectifs du développement durable. C'est pourquoi l'élimination du mariage d'enfants est une véritable préoccupation dans notre pays et est inscrite dans les politiques nationales. L'importance de cette cérémonie pour le lancement de la plateforme multisectorielle contre le mariage des enfants, c'est vraiment impliquer tous les acteurs de la société, à savoir donc les structures étatiques, la société civile, les ONG et associations, les partenaires techniques et financiers, fédérer toutes les actions en faveur donc de la prévention et de l'élimination du phénomène. Les partenaires techniques et financiers apportent leur soutien au gouvernement pour l'abandon de cette pratique traditionnelle néfaste qu'est le mariage d'enfants. Nous sommes ici pour accompagner le gouvernement du Burkina. Vous savez que la problématique du mariage des enfants est complexe, c'est ancré dans les normes, les traditions. Et donc le Burkina, comme pour l'élimination
des mutilations génitales féminines est considéré comme un des pays phares qui fait beaucoup d'efforts au plan international. Et donc l'accent est maintenant porté sur l'abandon du mariage des enfants. Chaque membre de la plateforme multisectorielle doit être une sentinelle pour veiller à ce que le mariage d'enfants prenne réellement fin dans notre pays. L'accès des personnes souffrant de handicap visuel au support numérique a fait l'objet d'un atelier organisé cette semaine à Ouagadougou. Il s'est agi de faire l'état des lieux sur les compétences et les connaissances des outils numériques par les aveugles et les malvoyants. L'atelier est initié par l'Union nationale des associations de promotion des aveugles et malvoyants et ses partenaires, Mokhtar Ouedraogo, Samiratou Sana et Monkoun Dabiri. Comment faciliter l'accès au support de lecture en format numérique aux handicapés visuels? C'est tout le sens de cet atelier technique qui réunit partenaires, décideurs, éducateurs et bénéficiaires malvoyants. L'UNABEPAM, l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et des malvoyants, se penche ici sur les moyens à mettre en œuvre pour la conception d'outils didactiques numériques et de leur vulgarisation au profit des personnes malvoyantes. Nous donnons la possibilité à ces personnes-là, avec l'accès, l'informatique adaptée, à pouvoir aller encore exercer dans leur carrière, dans leur service. Donc c'est vraiment un moment important pour nous. C'est pour cela que nous avons convié les décideurs pour qu'ils viennent et qu'ensemble nous trouvions les voies et moyens pour rendre ce livre-là accessible aux personnes handicapées visuelles. Pour ce faire, des dispositions seront mises en œuvre pour permettre aux élèves et étudiants aveugles et malvoyants de pouvoir lire sous format numérique. C'est une question de mettre les documents à un format accessible. Dans le format audio, il y a des lecteurs pour cela et nous avons vu des petits lecteurs très légers et très utilisables par les jeunes handicapés visuels. Au Burkina Faso, seulement 5% des handicapés visuels sont scolarisés et l'UNABEPAM et ses partenaires considèrent la prise en charge scolaire comme une responsabilité majeure. Pour la 19e fois, le métier de journalisme et de communication était à l'honneur hier soir. La soirée des Galiens a permis de récompenser les journalistes et les techniciens les plus méritants. Plus de 20 prix officiels et plusieurs prix spéciaux ont été décernés. Mais au-delà des récompenses, la nuit des Galiens est une occasion de rendre un hommage et d'encourager le monde de la presse burkinabé. Retour sur les temps forts de cette soirée dans ce reportage de Ramatou Zida. Ils sont à l'honneur à cette nuit du communicateur. Dans le palmarès officiel, 22 hommes et femmes de la presse et de la communication, toutes catégories confondues, ont vu leur travail récompensé. Différents genres en langue française et nationale ainsi que la presse en ligne ont fait l'objet d'appréciation, ceux dans diverses catégories, dont le grand reportage, le magazine, le pure player et le montage. Les lauréats reçoivent chacun une enveloppe de 500 000 francs CFA ainsi qu'un trophée et une attestation. Je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur la situation des enfants qui naissent et qui vivent avec le VIH. Parce qu'ils ont hérité d'une situation. Ils sont aucunement responsables de cette situation-là. Je voulais dédier ce prix vraiment à l'association Espoir pour demain, qui se bat à Bobo-Dioulasso pour vraiment donner le sourire à ces enfants qui vivent avec le VIH. Quand on obtient le prix officiel du jury au Galais, on ne peut que se sentir bien. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose, en ce sens que ça ne fait pas forcément de moi le meilleur, mais je pense tout de même que c'est un bon élan pour la suite. C'est toujours un plaisir quand on est récompensé, mais ça montre que tout ce qu'on fait, à quelque part, c'est lu et c'est connu. Ça nous invite encore à aller de l'avant pour plus de professionnalisme. Ceci en présence des plus hautes autorités qui saluent ici le talent et le professionnalisme des œuvres primées. Là où la presse récompense l'excellence, là où la presse récompense le professionnalisme, là où la presse récompense le talent, et là où la presse récompense également, en tout cas, l'intégrité. Et c'est un grand honneur pour moi, en tant que chef de gouvernement, d'être là parmi vous ce soir. La presse est indispensable au bon fonctionnement
de la démocratie. Pour cette 19e édition, ce sont environ 300 œuvres qui étaient en compétition dans les 3 jurys officiels. À noter que plusieurs œuvres, de par leur originalité et la pertinence des thèmes, ont reçu des prix spéciaux, des prix attribués par des ministères, des institutions et des organisations. Et nous passons à présent à la page entretien de cette édition. Nous recevons M. le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Le professeur Alpha Ouma Dissa est là pour nous parler de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli, dont le lancement est intervenu le jeudi dernier. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, dites-nous quel sera l'apport de cette centrale-là dans la résolution des problèmes énergétiques que connaît le Burkina Faso actuellement. Donc, il faut savoir qu'en alternatif, donc en courant alternatif, cette centrale va apporter environ 5% de la puissance actuelle, ce qui n'est pas négligeable, d'autant plus qu'on sait qu'on a une croissance de la demande, une croissance linéaire d'environ 12 à 13% par an. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette centrale de 33 MW crête est extensible à 50 MW crête. Actuellement, les 33 MW crête sont cofinancés par l'AFD et l'Union européenne. Et nous sommes en train actuellement de discuter avec la Banque européenne d'investissement pour le financement complémentaire de 17 MW pour avoir à terme 50 MW crête, ce qui fera de la centrale l'une des plus grandes d'Afrique et la plus grande de la sous-région. D'accord, mais il semblerait que les énergies solaires photovoltaïques sont plus coûteuses que celles thermiques. Alors pourquoi avoir fait ce choix-là? Il faut dire que il faut peut-être corriger. Peut-être il y a de cela quelques années, le solaire revenait relativement un peu plus cher que la production thermique, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut savoir que la centrale solaire photovoltaïque, en tenant compte du don de l'Union européenne, va coûter en termes de coût du kilowattheure de 30 à 40 francs CFA. Alors que vous savez qu'actuellement, le coût de revient aujourd'hui, sans la subvention de l'État, du kilowattheure thermique nous revient à 158 francs le kilowattheure, ce qui fait environ 3 à 4 fois le coût de revient du kilowattheure solaire. Donc vous voyez visiblement que le solaire peut permettre de diminuer le coût en tout cas de revient, et c'est d'ailleurs une des visions que nous avons même en ce qui concerne donc l'électrification rurale. Nous avons constaté qu'au niveau de l'électrification rurale, en fonction donc de la bourse des populations, dans beaucoup de zones, on a des difficultés à couvrir les factures d'électricité parce que les populations n'arrivent pas à payer compte tenu du coût élevé de l'électricité. Nous pensons également qu'à ce niveau, le solaire pourrait contribuer à travers l'hybridation d'un certain nombre de groupes de coopératives d'électricité pour diminuer le coût de l'électricité. Alors, vous l'avez déjà dit, la capacité de production annuelle est de 33 MW. Alors, comment on peut en être si sûr quand on sait que le soleil n'est pas toujours disponible durant toute l'année au Burkina Faso? Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Non, ça c'est ce que j'ai donné, c'est la puissance crête, 33 MW crête, ce qui veut dire que c'est la puissance susceptible donc d'être fournie par la centrale. Ça, c'est la puissance. Maintenant, au niveau de la production de l'énergie, il va sans dire qu'en fonction donc de l'ensoleillement, du matin au soir, l'ensoleillement va varier, ce qui veut dire que l'énergie produite donc au bout de la centrale va également varier. Mais quand on dimensionne une centrale solaire qui doit injecter de l'énergie sur un réseau interconnecté, on tient compte de tous ces facteurs. Nous avons tenu compte donc de la fluctuation, y compris dans les situations où on peut avoir des nuages qui passent et qui peuvent provoquer une chute brutale donc de la production énergétique. Tout ça, nous allons mettre donc des mécanismes qui permettent donc de prendre le relais, si vous permettez donc, pour pouvoir donc réguler de sorte à ce que ces perturbations ne puissent pas porter véritablement de fortes perturbations donc, sur la stabilité des lignes. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, une question qui intéresse certainement la majorité des Burkinabés. Quelle sera l'incidence de cette centrale-là sur la facture d'électricité des consommateurs? Oui, il faut dire que cette centrale solaire représente 5% de la production du Burkina. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas la seule centrale solaire. Il faut se dire surtout que cette centrale solaire
est un symbole pour nous. Est un symbole pour nous parce que vous savez qu'on a lancé beaucoup de projets solaires, mais avant qu'on en arrive là, il y a beaucoup de projets qui trimaient. Nous pensons donc que le lancement de cette centrale solaire va ouvrir la vanne et va rassurer davantage les investisseurs à l'international pour se rendre compte que le solaire est une réalité au Burkina et que la résolution que le Burkina a prise d'orienter sa production vers l'énergie solaire est une réalité. Et je crois que la plupart des projets aujourd'hui qui ont des difficultés à boucler les financements vont avoir donc une issue je dirais favorable dans les semaines à venir, compte tenu du fait que aujourd'hui c'est la plus grande centrale, donc le plus grand projet que le Burkina a. Et si ce projet prend la route, il va sans dire que les autres projets aussi vont s'en suivre. Donc c'est surtout ces symboles-là qu'il faut noter. Et nous croyons donc que si l'ensemble de ces centrales, en tout cas, arrive à prendre donc le bon chemin, et arrive donc à arriver à terme, nous pensons que véritablement on peut envisager à réviser le prix du kilowattheure pour atteindre donc des proportions raisonnables. D'accord. Alors, vous avez déjà parlé d'autres centrales en vue et pour résoudre définitivement le problème d'énergie au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Qu'est-ce qui est prévu après Zaktouli? Donc, si je fais un peu la cartographie des centrales solaires que nous avons au Burkina, il faut savoir que nous avons deux centrales pionnières, à savoir la centrale de Zaktouli et la centrale de Zina, qui fait 28 MW crête portée donc par le groupe Wininga Énergie. Et après, nous avons eu le lancement de 5 centrales sous la transition, dont les projets avaient commencé depuis les années 2010-2011, à savoir donc la centrale de Kodeni à la sortie côté Banfora de Bobo-Dioulasso qui fait 17 MW et la centrale de Pa 17 MW. Et nous avons également un projet à Tenkodogo de 11 MW en prélude donc d'une ligne de 90 kV que nous allons lancer bientôt. Et également, nous avons une centrale de 6 MW à la Padoua, portée par le groupe NAGE, et une autre centrale à Zaktouli, qui fera 17 MW, portée par le groupe Skatek. Donc, il faut dire que l'ensemble de ces projets aujourd'hui a des difficultés, ces projets aujourd'hui ont des difficultés à boucler les financements et nous travaillons. Et aujourd'hui, je pense que comme je suis à la télévision nationale, c'est une tribune pour moi en tout cas d'interpeller la plupart des porteurs de ces projets, que le gouvernement actuellement est en train de travailler sur la viabilité de ces projets. Et s'il s'avère que certains de ces projets ne pourront pas être bouclés à court terme, le gouvernement burkinabé sera obligé donc de prendre ses responsabilités et de réattribuer donc ces projets à d'autres porteurs de projets qui disposent des financements et qui peuvent nous réaliser dans les meilleurs délais pour pouvoir résoudre donc le problème d'électricité du pays. Alors, pour revenir à la centrale de Zaktouli, je suppose que le financement est bouclé. Et combien cela va coûter et qui finance? La centrale de Zaktouli donc, va coûter environ 31 milliards de francs CFA sur financement donc, de l'AFD sous forme de subventions et de l'Union européenne sous forme de dons. D'accord. Merci beaucoup, Dr Alpha Oumar Dissa, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Merci donc pour toutes ces informations sur la centrale de Zaktouli et les autres qui suivront pour combler le déficit énergétique au Burkina Faso. Dans la suite de cette édition, une plateforme d'innovation pour promouvoir la tomate au Burkina. Les acteurs de cette plateforme devront trouver des solutions aux problèmes de mévente, de conditionnement et d'absence d'unité de transformation de la tomate. Et la plateforme a été mise en place par l'INERA dans le cadre du projet de lutte contre le flétrissement bactérien de la tomate. Les acteurs chargés de sa mise en œuvre ont été installés le jeudi dernier à Yako dans le Passouri. Salif Belem et Oumou Sissi. Ils sont chargés de trouver des solutions aux problèmes qui minent la culture de la tomate dans le Passouri. Ces hommes et femmes sont appelés à diriger la plateforme d'innovation de la tomate qui regroupe tous les acteurs de la filière. Une première dans le Passouri. C'est en quelque sorte un outil de travail qu'on met à la disposition des producteurs pour les permettre de se concerter, pour les permettre de résoudre ensemble les problèmes communs liés à la filière de la tomate. Une filière tomate confrontée à la mévente, aux problèmes de conditionnement et à l'absence d'unité agro-industrielle de transformation. C'est une lourde tâche qui attend donc ces acteurs de la plateforme. C'est d'abord sensibiliser les acteurs pour leur faire comprendre que
nous avons une denrée eau qui est là et qui est périssable et qui est finissable, donc qui fait que nous devrons la protéger si nous voulons maintenir la culture de la tomate dans la province du Passoré. En dépit des problèmes rencontrés dans la production et la commercialisation, la filière tomate a apporté plus d'un demi-milliard de francs CFA à la province du Passoré en 2015. Et ses acteurs espèrent qu'avec la mise en place de cette plateforme et la construction d'un comptoir d'achat de la tomate, la production sera vite relancée et les problèmes résolus. Et la tomate est un produit indispensable pour une alimentation de qualité des populations. Cette alimentation de qualité passe aussi par une bonne connaissance de la sécurité nutritionnelle. La sécurité alimentaire et nutritionnelle a fait l'objet d'un cours de 4 mois dispensé au profit de 25 étudiants à Bobo-Dioulasso. La fin de la formation a été sanctionnée par un atelier de capitalisation des résultats obtenus. Betty Bienaon, Cyril Kemilogo et Kadou Romenki. Après 4 mois de formation en cours éducation nutritionnelle en Afrique, l'heure est au bilan. Au nombre de 25, ces étudiants se sont familiarisés avec les concepts de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'était pour renforcer leur capacité, leur compréhension des phénomènes liés à la nutrition et l'importance de la nutrition dans la vie et de la santé de l'homme. C'est vraiment une méthode innovante que nous, au niveau de l'IDR, nous allons nous inspirer aussi pour améliorer notre façon donc de faire les cours. De cet atelier de capitalisation du cours éducation nutritionnelle en Afrique sortiront des propositions et recommandations pour l'atelier national de plaidoyer en faveur de nutrition de qualité. L'objectif, c'est de convaincre, de travailler à convaincre les décideurs politiques, les décideurs au niveau académique, pour que effectivement ce cours qui a été expérimenté ici, les résultats qui ont pu être obtenus, comment cela peut être effectivement capitalisé et défini dans les programmes et les stratégies au Burkina Faso. Cette formation vise à accompagner l'État burkinabé dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le gouvernement peut compter sur l'appui de ses partenaires techniques et financiers, dont la FAO. La commune rurale de Koubri abrite depuis ce matin une foire aux intrants agricoles. Cet événement vise à rapprocher les intrants des producteurs en ce début de saison agricole. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina est l'initiatrice de cette foire. Du matériel et autres produits agricoles sont exposés à cette foire qui va durer 3 jours. Nongba Kouda, Abdul Rasmane, Zango. Tout comme les rendez-vous écoulés, elle tient le pari organisationnel de la foire aux intrants agricoles. Elle, c'est Agrodia, association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles. Particularité et objectif de la présente édition, explication. L'objectif, c'est comment montrer au monde paysan qu'ils ont une organisation digne de son nom, Agrodia, qui œuvre au jour le jour pour disponibiliser les intrants de qualité, en quantité et à temps pour satisfaire leurs besoins. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de disponibiliser 7500 tonnes à travers toutes les provinces du Burkina pour aider les producteurs. Le département de tutelle n'est pas en marge de l'événement et donne son sentiment. Pour atteindre une sécurité alimentaire, il faut des intrants agricoles accessibles, disponibles et de qualité. La campagne agricole 2013-2014, Agrodia s'est occupé de la distribution des intrants agricoles dans les régions du Burkina. Donc nous les accompagnons d'abord en ce qui concerne l'appui conseil. Nous les accompagnons en ce qui concerne le domaine de la formation. La foire de Koubri contribue, selon le thème de 2016, à vulgariser l'accès aux intrants de qualité afin de booster l'univers agro-silvopastoral, un secteur créateur d'emplois. Et puis, l'élevage des porcs a été identifié comme une activité stratégique dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Malheureusement, l'élevage de porcs ne se fait pas toujours dans le respect des règles d'hygiène. Conséquence, beaucoup de maladies peuvent émerger de cette situation. La plus courante, c'est la cysticercose qui se manifeste chez l'homme par des épilepsies. Les résultats d'une étude sur cette maladie ont été présentés au cours d'un atelier organisé hier à Koudougou. Moussa Ouedraogo, Monkoun Dabiri.
Maladie tropicale, la cysticercose porcine est causée par des parasites. Chez l'homme, la maladie se traduit par plusieurs manifestations, dont l'épilepsie. Une étude menée par l'Agence de formation, de recherche et d'expertise en santé pour l'Afrique, dans 60 villages du Sanguier, du Nayala et du Boulkemde, révèle que la prévalence de cette maladie parasitaire est plus élevée dans les zones à forte pratique de l'élevage porcin. C'est surtout l'aspect relatif aux crises d'épilepsie qui nous préoccupait, puisque l'épilepsie en zone tropicale, elle est perçue comme une maladie parfois liée au génie et qui n'est pas accessible au traitement. On ne veut pas que les gens cessent d'élever le porc, au contraire, qu'ils continuent, mais peut-être de façon plus efficace, plus saine, qui va aussi leur apporter plus d'argent si les porcs grossissent mieux puis ils ne sont pas malades. La maladie et son mode de transmission sont peu connus selon les spécialistes, d'où le risque élevé de sa propagation. Mais au regard de l'apport économique de l'élevage porcine pour la population rurale, le ministère de la Santé veut opter pour les programmes d'assainissement comme mode de prévention. Si les secteurs de la santé humaine et animale renforcent davantage la collaboration qui doit être la leur, on devrait pouvoir contribuer à réduire de façon drastique la prévalence de l'épilepsie, dont une des causes majeures, comme on l'a vu dans cette étude, est la neurocysticercose. D'autres actions de sensibilisation sont entreprises, au nombre desquelles un film et des bandes dessinées en vue d'un changement de comportement. Un mot de l'actualité hors du Burkina Faso pour terminer cette édition. En Belgique, c'est un important coup de filet qui a eu lieu hier nuit dans la prévention du terrorisme. 12 personnes soupçonnées de préparer un attentat ont été arrêtées à la suite de plusieurs perquisitions. Les présumés djihadistes seraient du groupe État islamique. C'est un important coup de filet qui a eu lieu cette nuit en Belgique. 12 personnes soupçonnées de préparer un attentat ont été arrêtées à la suite d'une quarantaine de perquisitions dans 16 communes, notamment à Bruxelles et ses alentours. Le parquet fédéral a confirmé, précisant que 40 personnes avaient été interrogées. Ni armes ni explosifs n'ont été saisis lors des perquisitions. La police belge aurait reçu une alerte selon laquelle des djihadistes du groupe État islamique ayant récemment quitté la Syrie pour l'Europe planifiaient des attaques en Belgique et en France durant l'Euro 2016. En mars dernier, 32 personnes ont péri dans un double attentat à Bruxelles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous en compagnie de la RTV.